Tu as échangé un diamant contre du verre. Imagine la scène. Je suis dans notre minuscule salle à manger. Une odeur épaisse de poulet rôti et de pommes de terre à l'ail flotte dans l'air. Mon cœur bat à tout rompre. C'est notre 16e anniversaire de mariage, et j'ai passé toute la journée à préparer ce dîner. Je voulais rappeler à Sarah qu'on avait encore quelque chose de bien, malgré toutes ces années difficiles. Emma, notre fille de 17 ans, était censée être là aussi. J'avais repassé la nappe, allumé des bougies et même coupé des fleurs dans le petit jardin pour faire un centre de table. Et j'avais acheté un cadeau, rien d'extravagant, mais ça avait une signification. Mes mains tremblaient quand j'ai posé la boîte enveloppée de papier argenté et ornée d'un ruban rouge devant Sarah. Ce ruban, je l'avais noué moi-même après avoir regardé un tuto sur YouTube. J'avais répété ce que j'allais dire toute la journée en parlant au miroir de la salle de bain comme un ado nerveux. 6 ans, ma biche. On en a traversé des choses. C'est pour toi. Avant même que j'aie pu articuler un mot, Sarah a jeté un coup d'œil à la boîte, puis à moi, et a roulé des yeux à s'en faire mal. L'expression sur son visage, un dégoût pur, était pire que n'importe quelle dispute qu'on ait jamais eue. « T'es toujours au chômage », a-t-elle dit, sa voix tranchant l'air chaud. « T'as même pas pu acheter un cadeau décent, hein ? Encore une babiole à 2 balles du magasin discount. » J'ai figé, la bouche ouverte, tous les mots que j'avais répétés envolés. J'avais envie de lui dire qu'elle se trompait, qu'il ne s'agissait pas d'argent, que j'avais mis tout mon cœur dans cette soirée, dans cette petite boîte. Alors Emma s'en est mêlée, avec un rictus adolescent encore plus tranchant que les mots de sa mère. « On n'a pas besoin de ta boîte à la con, papa. Reprends-la et tire-toi. Tu nous fais juste honte. » Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone, elle a juste agité les doigts, comme si j'étais un insecte dont elle voulait se débarrasser. Cette cruauté désinvolte m'a frappé comme un coup de poing. Je les ai fixés, ma femme, ma fille, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. La lumière des bougies projetait des ombres sur leurs visages, et ma poitrine s'est serrée. Pendant 1 seconde, j'ai pensé à crier, à renverser la table, à exiger qu'elles ouvrent la boîte et voient ce que j'avais fait. Au lieu de ça, un léger rire s'est échappé. Pas fort, juste un petit rire étouffé que je ne pouvais pas retenir. Elles m'ont toutes les deux regardé comme si j'avais craqué. Les sourcils de Sarah se sont levés d'un coup. Emma a fini par lever les yeux, en fronçant les sourcils. « T'es sûr de ça ?» ai-je demandé, ma voix calme, presque enjouée. Je me suis adossé, les bras croisés, en les regardant se tortiller. Elles n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait dans cette boîte. Elles ne savaient pas ce que je cachais, ce que j'avais construit pendant qu'elles me considéraient comme un raté. Sarah a repoussé la boîte vers moi du revers de la main, comme si c'était un déchet, et s'est levée, sa chaise raclant le sol. « Casse-toi », a-t-elle dit, d'un ton plat et définitif. Emma a acquiescé, en souriant d'un air satisfait comme si elle avait gagné. J'ai ramassé la boîte, l'ai serrée sous mon bras, et suis sorti sans un mot. L'air frais de la nuit m'a frappé au visage quand la serrure a claqué derrière moi, et leurs rires étouffés ont dérivé à travers la porte. Maintenant, il faut que je te raconte toute l'histoire, parce que sans ça, rien de tout ça n'aura de sens. Il y a 10 ans, la vie ressemblait à un rêve dont je n'aurais jamais voulu me réveiller. Je peux encore le voir. Je suis dans la cuisine de notre vieille maison, avec son plancher en bois qui craque et une grande baie vitrée donnant sur un vrai jardin, en train de faire des crêpes un paisible dimanche matin. Emma, qui n'avait que 7 ans à l'époque, était assise à la table en pyjama de princesse, les yeux brillants et les cheveux en couette négligée, gloussant alors qu'elle me suppliait de faire des crêpes Mickey Mouse. « Papa, fais-lui des plus grandes oreilles !» criait-elle en tapant dans ses petites mains. Et je riais, en ajoutant plus de pâte juste pour voir cet immense sourire s'étaler sur son visage. Vers 9 heures, Sarah arrivait en traînant les pieds, vêtue de son pyjama en soie, ses cheveux charmants et sauvages après le sommeil. Elle me serrait dans ses bras par derrière et m'embrassait dans le cou comme si nous étions encore de jeunes mariés. « Tu la gâtes », me taquinait-elle, mais sa voix était douce et chaleureuse. À cette époque, je dirigeais ma propre société d'ingénierie, Mitchell & Associates.
Elle était petite, mais elle grandissait rapidement, décrochant des contrats qui payaient cette maison, des voyages à Disney World et une vie confortable. J'avais tout construit à partir de rien. De longues nuits à dessiner des plans, des départs matinaux pour traverser des comtés afin de rencontrer des clients, des week-ends, à apprendre les derniers programmes de CAO pour rester à la pointe. C'était formidable de voir Sarah rayonner de fierté lorsqu'elle me présentait lors de soirées, ou d'entendre Emma se vanter auprès de ses amis du travail super cool de son père qui construisait des ponts et des tours. Je pensais qu'on était inséparables, juste nous trois contre le monde. Puis tout s'est effondré. J'ai décroché un énorme contrat avec la ville pour redessiner un complexe commercial, d'une valeur supérieure à tout mon travail passé combiné. J'y ai investi tout ce que j'avais, chaque centime de capital, chaque espoir pour notre avenir, même une deuxième hypothèque sur notre maison. Mais au dernier moment, la ville s'est retirée, invoquant des coupes budgétaires, et ma société s'est effondrée. Les créanciers appelaient sans arrêt. Les factures s'accumulaient comme des congères. J'ai dû licencier mon équipe, un par un, jusqu'à ce que je sois assis seul dans un bureau vide, à fixer un téléphone qui ne sonnait jamais. J'ai liquidé ce qui restait pour une bouchée de pain, juste assez pour nous maintenir la tête hors de l'eau un peu plus longtemps, mais les dégâts dans nos vies avaient déjà commencé. La chaleur de Sarah s'est évanouie peu après la réception de l'avis de saisie. Elle a cessé de me serrer dans ses bras, cessé de me demander comment s'était passée ma journée. « Faut que tu règles ça, et vite », me disait-elle, d'un ton tranchant et froid, comme si j'étais un fardeau, pas son mari. J'ai tout essayé, tout. J'ai accepté des petits contrats d'ingénierie à des heures de route, j'ai réparé les voitures des voisins au noir, j'ai même bossé pour des applications de VTC à trimer 12 à 14 heures par jour juste pour payer les courses et les factures. Malgré tout, ça ne nous a jamais ramené à la vie qu'on avait avant. C'était tout ce qui comptait pour elle. 6 mois plus tard, la maison avait disparu et on a déménagé dans un logement locatif étriqué dans un quartier craignos. Des murs fins comme du papier à cigarette, un toit qui fuyait dans des seaux, des appareils électroménagers d'un autre âge qui marchaient à peine. Emma avait 13 ans à l'époque, cet âge où les apparences sont primordiales, et je voyais bien qu'elle s'éloignait de moi. Elle levait les yeux au ciel quand je lui proposais de lui lire une histoire au coucher, en marmonnant « Je suis plus une gamine, papa ». Sa voix avait un ton sec. J'ai mis ça sur le compte des crises d'ado, mais c'était pas ça. Elle imitait juste l'attitude de Sarah, répétant ses plaintes mot pour mot. « Pourquoi on peut plus savoir de belles choses ?» Elle pleurnichait. Chaque fois que ses copines avaient quelque chose qu'elles voulaient. Je les voyais chuchoter dans la cuisine, toutes les deux me regardant comme si j'étais un intrus. Je continuais à bosser comme un dingue, à prendre n'importe quel boulot pour payer l'électricité, mais pour elles, j'étais plus l'homme que j'avais été. Elles ne voyaient pas les journées de 18 heures, ni les nuits que je passais éveillé, à me demander comment arranger les choses. Tout ce qu'elles voyaient, c'était la perte de la grande maison, avec le garage 3 voitures, les voyages de luxe, les vêtements de marque et l'école privée. Lentement, j'ai réalisé avec effroi qu'elles avaient aimé le train de vie, pas moi. Je rentrais à la maison après une longue journée, les mains couvertes de graisse après avoir réparé la transmission de quelqu'un pour 40 balles, lessivé et endolori. Sarah ne levait même pas les yeux de son téléphone quand je rentrais. « Tu sens l'huile de moteur », me disait-elle, en plissant le nez comme si j'étais dégoûtant. Emma gloussait depuis le canapé, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Je restais planté là, sur le pas de la porte de ma propre maison, me sentant de plus en plus petit et inutile à chaque fois, me demandant où était passée ma famille aimante. J'ai essayé de parler à Sarah une fois, tard dans la nuit, après qu'Emma se soit enfin endormie à l'étage. « On peut surmonter ça ensemble », lui ai-je dit, en cherchant sa main comme je le faisais quand on était jeune, fauché et heureux. Elle s'est retirée comme si je l'avais brûlée, les yeux froids. « Tu as tout perdu, David. Tout ce qu'on a construit. Qu'est-ce qu'il reste à surmonter ?» Ça m'a fait encore plus mal que tout le reste. J'ai compris qu'elle ne croyait plus en moi. Elle avait renoncé à nous, à moi, à tout espoir que je puisse reconstruire ce qu'on avait perdu. Emma a arrêté de me demander des pancakes spéciaux le week-end, a arrêté de m'appeler papa, a arrêté de me faire un câlin pour me dire bonne nuit.
Elle passait devant moi dans le couloir étroit avec des écouteurs, comme si j'étais invisible, juste un meuble de plus. Mais voilà ce qu'elle ne savait pas, le secret que je gardais depuis des années. 5 ans avant que mon entreprise d'ingénierie ne coule, mon vieux pote de fac, Mike, est venu me voir un soir, pétillant d'excitation, me suppliant d'investir dans sa start-up technologique. On s'est retrouvés dans ce bar des sports miteux près du campus, et il a étalé ses schémas dessinés à la main sur des serviettes en papier, en expliquant sa vision avec la passion que je n'avais pas vue depuis qu'on étudiait ensemble 20 ans plus tôt. « Ça va être révolutionnaire, David », a-t-il dit, les yeux brillants. Un logiciel de logistique basé sur l'IA pour les petites entreprises. Personne d'autre n'est même prêt d'y arriver. Le marché s'est grand ouvert. J'ai juste besoin d'un capital de départ pour lancer le prototype et attirer des investisseurs sérieux. J'étais au top à l'époque, sur la lancée d'un tas de projets réussis, alors je lui ai fait un chèque personnel de 75 000 $, presque toutes mes économies. Je n'en ai jamais parlé à Sarah parce que je savais qu'elle flipperait, qu'elle dirait que je jouais avec l'avenir de notre famille, qu'elle exigerait que je récupère l'argent. Surtout après que ma boîte ait coulé et que la vie soit devenue une lutte juste pour survivre. J'ai complètement oublié le petit projet de Mike. J'ai supposé qu'il s'était essoufflé comme 90% des startups le font la première année. Je n'allais pas éplucher de vieux relevés bancaires pour confirmer une perte de plus, alors qu'on avait déjà du mal à payer le loyer et à manger. Mais alors, il y a 3 ans, un mardi après-midi que je n'oublierai jamais, j'ai reçu un appel de Mike sorti de nulle part. J'étais sous le capot de la Honda d'un voisin, en train d'essayer de comprendre un problème de transmission pour 25 balles, quand mon téléphone a vibré. « David, dis-moi que t'es encore vivant !» Il a ri. J'entendais ce sourire énorme dans sa voix, comme si on était de retour à la fac. « Mec, tu vas pas en revenir. On entre en bourse le mois prochain. Les 75 000 que tu m'as donnés il y a 5 ans, ça vaut un peu plus maintenant. » J'étais couvert de graisse jusqu'au coude, la sueur dégoulinait à cause de la chaleur estivale, et j'ai failli faire tomber mon téléphone. Au début, la société de Mike avait décollé discrètement, se constituant une solide clientèle de petites entreprises dans le Midwest. Puis l'explosion est arrivée, avec la révolution de l'IA. Ils avaient mis au point cet outil de logistique absolument génial dont chaque petit patron américain avait soudainement besoin. Et quand ils sont entrés en bourse, mon investissement a explosé au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Sarah, ni à Emma, pas même à mon frère Jake, qui m'avait hébergé sur son canapé pendant les pires moments. Je me contentais de réinvestir les bénéfices, regardant les chiffres grimper en silence, pendant que Sarah et Emma me traitaient comme un raté, une honte. Pendant 1 an, j'ai vu mon investissement se transformer en quelque chose d'irréel. Le printemps dernier, j'ai finalement encaissé une grosse somme, assez pour valoir plus de 12 millions de $. Plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé quand je dirigeais ma petite entreprise d'ingénierie, pensant que je m'en sortais plutôt bien. J'ai discrètement transféré le tout sur de nouveaux comptes que Sarah ignorait, séparés de notre compte joint qu'elle avait siphonné pour payer ses goûts de luxe. Alors, j'ai commencé à planifier quelque chose de grand pour notre anniversaire. J'ai créé une toute nouvelle société, Phoenix Ventures, avec l'aide de Mike. Une société d'investissement axée sur la découverte et le financement des prochaines startups cool. J'ai acheté un penthouse en centre-ville, des baies vitrées du sol au plafond, une vue imprenable sur toute la ville. Payé comptant une maison de plage à Malibu, juste au bord de l'océan. Et je me suis procuré une carte American Express Centurion noire. En gros, des dépenses illimitées. Ce petit coffret que j'ai essayé de donner à Sarah au dîner. Pas un truc bon marché d'un magasin discount, comme elle le pensait. Il contenait les papiers de ma nouvelle société, l'acte de propriété de la maison de plage et cette carte de crédit illimitée. Je voulais lui faire une surprise, lui montrer que j'étais non seulement de retour, mais que j'étais meilleur, plus prospère que jamais. On aurait pu repartir à zéro, bâtir quelque chose d'encore plus grand ensemble. Mais elle n'a même pas voulu l'ouvrir avant de m'envoyer promener. La semaine après qu'ils m'ont foutu dehors de mon propre dîner d'anniversaire, j'ai déménagé mes affaires dans la chambre d'amis de Jake et j'ai commencé à recevoir des appels intéressants de la banque. J'avais discrètement retiré mon nom de tous nos comptes joints la veille du dîner. Maintenant, le paiement de l'hypothèque était rejeté pour la première fois en 16 ans.
Nous vous confirmons que le paiement a été refusé, monsieur. Le compte semble être à découvert, a dit le banquier, tout professionnel. Je me suis adossé dans le vieux fauteuil de Jake, souriant vraiment pour la première fois depuis des mois. Ce n'est plus mon problème, lui ai-je dit calmement. Je ne suis plus sur ce compte depuis hier. Quelques jours plus tard, Tommy, mon pote du concessionnaire automobile, a appelé. « Hé David, juste pour te prévenir, le leasing de la Lexus SUV de ta femme est sur le point d'être annulé. Techniquement, c'est à ton nom, et elle a raté 2 paiements. Vas-y, prends-la, ai-je dit, sirotant mon café et regardant le lever du soleil à travers la fenêtre de la cuisine de Jake. Je ne ferai plus de paiement. Cette voiture était la fierté de Sarah. Du cuir noir élégant, le genre de voiture qu'elle adorait montrer à ses amis du country club. Je pouvais imaginer sa tête quand le camion de remorquage se pointerait. Emma qui se plaindrait de comment elle était supposée aller au travail et à sa vie sociale. Les appels ont commencé juste après ça. Sarah d'abord, sa voix aiguë et paniquée sur la messagerie vocale. « Tu vas arranger ça, David. C'est ta faute aussi. Tu ne peux pas juste te défiler de tes responsabilités. » Je n'ai pas décroché. Je l'ai juste laissé jouer pendant que je mangeais le pain de viande de Jake et que je regardais les nouvelles. Ensuite Emma, son ton tranchant mais commençant à sonner tremblant. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Maman panique à propos de l'argent et de la voiture, de tout. Rappelle-moi, d'accord ?» Je n'ai pas rappelé. Les paiements de la maison, le leasing de la voiture, toutes les factures auxquelles ils étaient habitués. Ils avaient bâti toute leur vie confortable sur ce que je fournissais. Et maintenant, c'était fini. Pendant ce temps, je continuais à développer Phoenix Ventures, à rencontrer des fondateurs de start-up, à signer des chèques d'investissement avec cet Amex noir pendant que leur monde s'écroulait. Les nouvelles vont vite dans une petite ville. Ma voisine m'a envoyé un SMS la semaine suivante. « J'ai vu un mec branché dans une BMW quitter ton ancienne allée en trombe hier soir vers minuit. Il avait l'air sacrément énervé. » Je n'étais pas surpris. Mike avait fait des recherches et découvert que le patron de Sarah, Kevin, celui avec qui elle couchait depuis 8 mois, était une arnaque totale. Mauvais investissement immobilier, une entreprise parallèle en faillite, des dettes de cartes de crédit partout. Il utilisait l'argent de Sarah, mon argent, pour se maintenir à flot. Quand l'hypothèque a été rejetée et que le SUV a disparu, Kevin s'est évanoui dans la nature. J'ai vraiment ri quand j'ai appris ça, imaginant la tête de Sarah quand son petit ami Prosper s'est barré, la laissant avec rien d'autre qu'un ego meurtri et une pile de factures. Emma a commencé à poster des trucs vagues et dramatiques en ligne. Tout s'écroule et je ne sais pas pourquoi. Certaines personnes sont vraiment nulles et gâchent tout. Je la voyais apparaître et ressentais une pointe de compassion. Après tout, elle restait ma fille, et je me souvenais de la petite fille adorable qu'elle avait été. Mais ça s'estompait quand me revenait l'image de son sourire narquois ce soir-là, choisissant le camp de sa mère sans hésiter. Leurs appels ont changé après le départ de Kevin. La voix de Sarah se faisait plus douce, plus désespérée. « S'il te plaît, David, parle-moi juste 5 minutes. On peut s'en sortir ensemble, comme avant. » Puis Emma, plus discrète, presque effrayée. « Papa, je suis vraiment désolée pour tout. S'il te plaît, tu peux juste me rappeler ? S'il te plaît ?» Je l'ai laissé s'accumuler, des dizaines de messages vocaux auxquels je ne répondais jamais. Il m'avait mis à la porte de ma propre maison, s'était moqué de mon cadeau, m'avait traité comme un moins que rien. Pendant des années, ils avaient été en train de se noyer, s'attendant à ce que je leur lance une bouée de sauvetage comme si de rien n'était. Environ 1 mois plus tard, j'étais sur la terrasse de Jake, une bière à la main, à regarder le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de violet, quand mon téléphone a sonné de nouveau. Le nom de Sarah est apparu. La curiosité, peut-être, ou juste le désir d'en finir, m'a poussé à répondre. Sa voix était faible et tremblante, méconnaissable. « David ? Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne raccroche pas. Tu me manques tellement, ça me tue. » On pourrait se rencontrer quelque part et juste se parler en face. J'ai laissé le silence s'installer, écoutant sa respiration saccadée, l'imaginant dans cette location exiguë, sans voiture, sans Kevin sur qui s'appuyer, sans rentrée d'argent pour maintenir son train de vie. « Vous avez jeté un diamant pour de la camelote, ai-je dit, ma voix ferme.
Elle n'a rien dit, s'est contentée d'un petit sanglot brisé qui m'aurait fait culpabiliser il y a quelques mois. J'ai raccroché sans dire au revoir. C'était tout. Pas de cris, pas de reproches, pas de grands discours sur la façon dont il m'avait floué. Juste la simple vérité. Environ 6 mois après le fiasco de l'anniversaire, je poussais un chariot dans l'épicerie, attrapant des trucs pour le dîner, quand j'ai vu Emma près des bacs de rabais, au fond. Elle tenait des nouilles ramen génériques et avait l'air complètement différente de l'ado snob qui m'avait dédaigné il y a quelques mois. Cheveux sales en queue de cheval négligée, immense sweat à capuche qui tombait de ses épaules maigres. Pas de maquillage, aucun signe de cette attitude prétentieuse. Son chariot ne contenait que quelques articles très bon marché, du savon de marque distributeur, du pain rassis, des boîtes de conserve cabossées du rayon discount. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, ses yeux se sont écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme dans le rayon des fruits et légumes. « Papa » a-t-elle chuchoté, manquant de faire tomber les ramen. Sa voix était si basse que je l'ai à peine entendue par-dessus la musique. J'ai arrêté mon chariot, les roues grinçant sur le sol. « Salut » ai-je dit, gardant une voix neutre, ne laissant rien transparaître. Elle a fait un pas de plus, serrant les ramen contre elle. « On peut parler 1 minute, s'il te plaît ?» J'ai hoché la tête lentement et poussé mon chariot de côté, m'appuyant dessus. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Les choses vont vraiment, vraiment mal, papa. Pire que tu ne le sais. Maman pète les plombs. La maison est partie, et on est dans cet appartement horrible maintenant où les voisins se disputent toute la nuit. Kevin est parti, volatilisé, et elle pleure tout le temps. J'écoutais, les bras croisés, le visage impassible. Je pouvais imaginer Sarah s'effondrer sans sa vie parfaite, mais je n'ai pas ressenti cette vieille envie de tout réparer. Emma a continué à parler de plus en plus vite. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Je pensais. Je pensais que maman avait raison, que tu nous freinais. Mais maintenant tout est fichu, et je ne sais pas quoi faire. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux, suppliant comme je ne l'avais jamais vue. Je suis tellement désolée, papa. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. J'étais juste une gamine stupide à suivre maman. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air froid des congélateurs. Tu étais une adolescente qui faisait ce que ta mère faisait. Je comprends ça. Mais tu étais là, Emma, pendant qu'elle me mettait à la porte de ma propre maison le jour de notre anniversaire. Tu as ri comme si c'était une blague. Je ne peux pas juste oublier ça. Son visage s'est décomposé. Et elle a hoché la tête, s'essuyant le nez sur sa manche. Je sais que j'ai merdé grave. Tu me manques tellement. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de toi jusqu'à ce que tout s'écroule. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai aperçu un peu de la petite fille qui grimpait sur mes genoux et me demandait des histoires pour s'endormir. Mais cette gamine était enfouie sous des années de soutien à Sarah, des années à me traiter comme un loser. La confiance est fragile, ai-je dit, doucement mais fermement. Une fois qu'elle est brisée, elle ne se recolle pas comme ça. Vous m'avez blessé, Emma. Vous deux, vous l'avez fait, d'une manière difficile à expliquer. Je ne dis pas que la porte est fermée à jamais, mais je ne suis pas prêt à faire comme si rien de tout ça ne s'était passé. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. D'accord, a-t-elle chuchoté, à peine audible. Je voulais juste que tu saches que j'étais désolé, que je comprends maintenant. Je ne l'ai pas serré dans mes bras, ni promis quoi que ce soit. Je ne pouvais pas encore. Je me suis contenté d'un signe de tête triste et j'ai dit « Prends soin de toi, Emma. C'est sincère », avant de pousser mon chariot devant elle et de finir mes courses. Ce soir-là, un email de Sarah a surgi. « David, j'étais en colère et stupide et j'avais tort sur toute la ligne. S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait juste se voir pour un café et discuter comme des adultes ?» Je l'ai contemplé longuement, puis j'ai répondu « L'homme que tu as insulté et rejeté n'est plus. L'homme dont tu as besoin maintenant n'existe plus pour toi. » J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai fermé mon ordinateur portable. Elle n'a jamais répondu à ça. Avance rapide d'une année complète, et me voilà debout dans la cuisine spacieuse de mon penthouse du centre-ville,
Le riche parfum de steak parfaitement grillé et de pain à l'ail rôti emplit l'air. Le son chaleureux de rires sincères et de conversations animées résonne sous les hauts plafonds. C'était un petit dîner, rien d'ostentatoire ni de prétentieux, juste les gens qui m'avaient réellement soutenu pendant la pire période de ma vie. Jake était là, confortablement affalé sur sa chaise avec une bière artisanale, sa voix rauque et familière perçant le brouhaha général alors qu'il racontait une histoire de pêche ridicule de notre enfance qui faisait hurler de rire tout le monde. Mike était assis juste en face de lui, souriant largement et desserrant sa cravate en soie après une journée particulièrement longue au bureau, levant haut son verre de vin dans un toast improvisé à l'homme qui avait cru en moi et en mes rêves les plus fous quand absolument personne d'autre ne voulait prendre le risque. Mon assistante de direction, Tara, était là aussi. Elle était progressivement devenue plus une amie qu'une employée au cours des derniers mois, plaisantant facilement avec la petite mais incroyablement solide équipe que j'avais constituée chez Phoenix Ventures. C'étaient vraiment de bonnes personnes, intelligentes, travailleuses et loyales, qui avaient contribué à transformer ma modeste société d'investissement en quelque chose de substantiel et de respecté dans le milieu des affaires. Et puis il y avait Rachel, assise tout près de moi en bout de table, ses cheveux noirs captant la lumière chaude du lustre, son rire doux mais vif et totalement sincère. Je l'avais rencontrée à une conférence d'affaires, environ 8 mois plus tôt, et j'avais été immédiatement frappé par son intelligence et sa franchise. Elle était perspicace, posée, avec une capacité impressionnante à déceler les conneries des gens qui me rappelaient fortement Jake. Elle n'avait besoin de rien de moi financièrement, ne me poussait pas à m'engager plus que je n'étais prêt à le faire, n'essayait pas de me changer ou de me réparer. Elle était juste là, avec son humour pince sans rire et ses yeux vraiment gentils, et d'une manière ou d'une autre, elle était devenue une partie intégrante de cette nouvelle vie que je construisais soigneusement. La table était couverte de plats délicieux, des steaks parfaitement cuits, des pommes de terre rôties aux herbes, une énorme salade César que Jake avait insisté pour préparer lui-même en utilisant la recette secrète de sa grand-mère, et à travers les baies vitrées, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles filantes, encadrant notre petite réunion comme une image que je n'aurais jamais pensé avoir la chance de voir. J'ai regardé autour de moi, lentement, en m'imprégnant de tout, et j'ai réalisé avec une sorte d'émerveillement que Sarah et Emma ne m'avaient pas traversé l'esprit depuis des semaines. Elles étaient devenues de lointains fantômes d'une vie antérieure, des ombres de mon passé qui n'avaient plus aucun pouvoir sur mon bonheur présent ou mes projets d'avenir. Après cette rencontre gênante avec Emma à l'épicerie, après l'email pathétique et resté sans réponse de Sarah, elle s'était simplement estompée dans l'insignifiance. Plus d'appels téléphoniques désespérés, plus de lettres de supplication renvoyées depuis d'anciennes adresses. Juste un silence béni. J'avais entendu dire par quelques connaissances communes qu'elles avaient été forcées de déménager dans un appartement encore plus petit dans le pire quartier de la ville, que Sarah occupait un emploi de vendeuse humiliant dans un magasin discount, qu'Emma survivait à peine au collège communautaire tout en travaillant à temps partiel dans un fast-food pour aider à payer leurs dépenses de base. Je ne vérifiais pas activement leur situation et je ne cherchais pas plus de détails. Elles ne faisaient tout simplement plus partie de mon histoire, et ça me plaisait comme ça. Nous avons terminé notre repas et je suis sorti sur le balcon enveloppant, l'air frais de la nuit caressant doucement mon visage, un verre d'excellent whisky me réchauffant la main. Rachel m'a rejoint un instant plus tard. S'appuyant sur la rambarde en acier poli à côté de moi, son épaule proche mais pas tout à fait en contact avec la mienne. « Belle nuit », dit-elle simplement, et j'ai acquiescé, contemplant l'horizon scintillant qui était désormais ma vue chaque matin et chaque soir. Ouais, vraiment. C'est bon d'être ici. Elle ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. Elle était remarquablement intuitive de cette façon, mais je pouvais dire qu'elle comprenait qu'il y avait un poids émotionnel important derrière certains de mes moments de silence dans l'appartement. Le rire tonitruant de Jake résonnait au loin, la voix animée de Mike s'élevant au-dessus, alors qu'il se lançait dans une autre histoire passionnée sur une nouvelle opportunité de start-up, et je me suis surpris à sourire sincèrement pour ce qui semblait être la 1000e fois ce soir-là. C'était ça, ma vraie famille, maintenant. Pas une question de sang ou d'obligation légale, mais un choix conscient. Des gens qui avaient choisi de faire partie de ma vie, pas seulement quand j'avais quelque chose de matériel à leur offrir,
mais des gens qui avaient été là quand je semblais n'avoir plus rien. J'ai sorti cette petite boîte d'anniversaire de la poche de ma veste, celle que Sarah avait balayée comme un déchet 16 mois plus tôt. Je l'avais gardée sur moi tout ce temps, pas comme un sanctuaire qui leur était dédié, mais comme un rappel tangible du chemin que j'avais parcouru depuis cette soirée humiliante. Je l'ai ouverte délicatement, en regardant le papier officiel toujours à l'intérieur, cette carte de crédit noire qui brillait sous les lumières du balcon. Sur un bout de papier vierge, avec un stylo tiré de ma poche, j'ai écrit un message à l'homme que j'étais autrefois. Merci d'avoir survécu assez longtemps et d'être resté assez fort pour devenir qui je suis aujourd'hui. J'ai plié le papier soigneusement, je l'ai glissé dans la boîte à côté de tout le reste, et j'ai refermé le couvercle d'un clic satisfaisant. Rachel a jeté un coup d'œil avec une curiosité discrète, mais sans indiscrétion ni questions intrusives. « C'est quoi ça ?»« Juste un mot pour moi, » ai-je dit, en replaçant la boîte dans la poche de ma veste, disant un dernier adieu à de vieux boulets émotionnels dont je n'ai plus besoin. Elle a acquiescé comme si elle comprenait parfaitement, et nous sommes restés là ensemble dans un silence confortable, tandis que la ville bourdonnait d'une vie trépidante en contrebas. J'ai pensé à cette soirée d'anniversaire désastreuse qui me semblait maintenant être arrivée à quelqu'un d'autre, le regard dégoûté de Sarah, la méchanceté pure et simple d'Emma, la façon dont elle me fixait comme si j'étais de la merde. Elle voulait m'écraser, me jeter comme une vieille ordure, me remplacer par quelqu'un de mieux. Mais au lieu de ça, sans même le savoir, elles m'ont donné le meilleur cadeau du monde. La liberté totale d'être qui j'étais censé être, sans leurs conneries constantes qui me tiraient vers le bas. Le dîner s'est achevé doucement. Jake m'a tapé dans le dos en partant, en disant qu'il m'appellerait pour cette partie de pêche le week-end prochain. Mike m'a serré la main fermement et a promis de m'envoyer un email à propos d'un investissement de dingue qu'il avait trouvé. Tara m'a fait une rapide accolade avant que son VTC n'arrive. Rachel est restée pour aider à faire la vaisselle, juste être là, calme et cool. Ce sont vraiment de bonnes personnes, a-t-elle dit, en essuyant un verre à vin. J'ai acquiescé. Les meilleurs. J'ai de la chance. Plus tard dans la nuit, de retour sur le balcon avec les lumières de la ville comme un tapis en contrebas, j'ai regardé cette boîte d'anniversaire une dernière fois. Puis je l'ai posée doucement sur le rebord et suis rentré rejoindre Rachel. Ce n'était plus une question de Sarah et d'Emma. Pas une question de vengeance, de revanche ou de prouver quoi que ce soit à celle qui m'avait mise à terre. Il s'agissait juste de moi. Du type qui avait survécu à une destruction totale et qui avait reconstruit quelque chose de bien mieux à partir des cendres. Phoenix Ventures cartonnait, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Rachel et moi parlions d'emménager ensemble, peut-être de se fiancer l'année prochaine. Jake disait que j'avais l'air d'être moi-même à nouveau, pour la première fois depuis des années. Il avait raison. L'ironie était presque trop belle. Elle pensait se débarrasser d'un type brisé, inutile, qui n'avait plus rien. Ce qu'elles ont fait, c'est libérer quelqu'un qui était sur le point de devenir tout ce qu'elles auraient aimé être. Parfois, la meilleure des revanches n'est pas un grand plan, ou le désir de rendre l'appareil. Parfois, c'est juste devenir si heureux et si prospère que vos anciens ennemis n'ont même plus d'importance. Je ne déteste plus Sarah et Emma. Je ne pense même plus à elles. Et c'est peut-être la plus grande victoire de toutes.